Pulsation Podcast, le podcast des HUG, votre podcast santé. Technologie innovante, conseils de spécialistes, témoignages, que vous soyez professionnel, patiente, patient ou simple curieuse ou curieux, ce podcast est le vôtre. Bienvenue dans Pulsation Podcast, le podcast des HUG. Selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique, actuellement en Suisse, on compte environ 300 décès chaque année dus à des bactéries résistantes. L'antibiorésistance, c'est la capacité d'une bactérie à résister à l'action d'un antibiotique. Les antibiotiques sont des médicaments utilisés pour prévenir et traiter les infections chez les êtres humains, les animaux et les végétaux. Ils font partie d'une grande famille qu'on appelle les antimicrobiens ou agents anti-infectieux comme les antiviraux, les antifongiques et les antiparasitaires. Et si on en parle aujourd'hui, c'est parce que la résistance aux antimicrobiens est un enjeu majeur de santé publique. Les bactéries, virus et parasites développent une résistance aux médicaments conçus pour les éliminer, rendant les traitements traditionnels moins efficaces, voire dans certains cas inutiles. En Suisse, comme dans le reste du monde, cette résistance représente un défi grandissant, même si proportionnellement à sa population, la Suisse est moins touchée par le problème que la France, l'Italie ou encore d'autres pays. Soyez les bienvenus dans Pulsation Podcast. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur des HUG, à la rencontre de professeurs, médecins, patients et laboratoires pour comprendre comment ce défi de santé publique est pris en compte ici à Genève et quelles sont les stratégies qui sont déployées pour y faire face. Je suis Karine Paulien, journaliste et vous accompagne dans cette enquête menée au HUG. Bonne écoute. Vous avez une plaque ici où vous voyez qu'on a déposé le prélèvement puis on l'a étalé. Nous voici dans le laboratoire de bactériologie du professeur Jacques Schrenzel, médecin infectiologue. C'est ici un point de départ car quand on recherche une bactérie, les prélèvements passent nécessairement dans les mains de ce laboratoire. 190 000 prélèvements par an, 400 par jour. Au HUG, dans un but préventif, des dépistages de bactéries y sont menés régulièrement. Vous voyez qu'ici, il y a une myriade de différents événements qui se produisent. Et quand on les dilue, on voit des événements différents. On a par exemple des événements un peu verdâtres ici, un blanc plat, et puis 3 ou 4 en l'occurrence ici qui sont blancs et surélevés. Ça, c'est des colonies différentes, c'est des espèces différentes. Les laborantines peuvent dire « Ah, je pense que c'est ceci ou cela », vont piquer une colonie qui les intéresse, par exemple celle-là, et vont pouvoir la repiquer, c'est-à-dire la mettre seule sur une nouvelle plaque. Donc on purifie. Au lieu d'avoir une question avec plein de bactéries différentes, ça serait une culture pure qui va pousser demain et qu'on pourra analyser de manière précise. Quand la culture est pure, ce qu'on fait, c'est on essaie de connaître le nom de la bactérie. Celle-là, elle est pure. Vous voyez ? Oui. C'est relativement homogène. Oui. Il y a peut-être 2 différentes, mais en fait, quand c'est homogène, après, vous pouvez tester ceci et voir quel est le nom de la bactérie. Mais il y a des millions de bactéries. Il y en a des milliers et des milliers. En gros, nous, on travaille avec 300 bactéries différentes qui sortent régulièrement. C'est celle qui nous préoccupe le plus. Mais il peut y en avoir davantage. De temps en temps, on tombe sur des bactéries inhabituelles qu'on doit caractériser. Mais grosso modo, c'est cet ordre de grandeur qui nous intéresse. Connaître le nom de la bactérie, c'est donc la première étape. La nommer pour quelque part mieux la contrer. Agir en conséquence aussi. Quelquefois, isoler la personne atteinte d'une infection pour éviter une transmission. Et connaître la bactérie en cause, c'est aussi pour lui opposer l'antimicrobien approprié. Mais les choses ne sont pas si simples. Depuis que la pénicilline a été découverte par Alexander Fleming et utilisée à grande échelle durant la Seconde Guerre mondiale et que dans la foulée, les antibiotiques se sont largement développés, les bactéries se sont adaptées et sont devenues résistantes au traitement. On est en situation un peu de guerre microbiologique, si on veut dire. J'aime pas bien ce mot militaire, mais c'est vrai que c'est une lutte. Professeur Stéphane Harbart, chef du service prévention et contrôle de l'infection, spécialisé dans les maladies infectieuses et dans l'épidémiologie au HUG. C'est-à-dire le monde des microbes qui préexistait depuis des millions d'années, il a
bien entendu aussi choisi des défenses. C'est-à-dire que quand il y a un antimicrobien qui arrive, il réactive des mécanismes de résistance qui peut-être existaient depuis déjà très longtemps, soit, surtout les bactéries, inventent des nouveaux mécanismes de résistance pour ne pas être tuées par ces substances antimicrobiennes. Alors la résistance est un phénomène naturel. Nous retrouvons le professeur Jacques Schrenzel. Ça existe depuis toujours, même avant que les antibiotiques aient été inventés. Alors ça vous paraît bizarre, mais comment est-ce qu'on peut le savoir ? Il y a des gens qui sont allés explorer des grottes qui n'avaient jamais été découvertes au précédent et qui contenaient des micro-organismes, des bactéries qui étaient déjà résistantes à des antibiotiques. Donc, c'est des choses qui se produisent dans la nature. Comment ça se passe ? C'est une guerre entre les bactéries et leur environnement. Elles doivent lutter pour survivre. Et il y a par exemple des guerres violentes entre les champignons d'environnement et les bactéries de l'environnement. Les champignons produisent certaines substances, comme des antibiotiques, et s'ils produisent ces substances, c'est pour éviter que les bactéries viennent manger des bonnes choses trop près d'eux. Les bactéries qui arrivent à être résistantes à cet antibiotique vont pouvoir explorer des zones où il y a des bonnes choses à manger. Donc ce jeu de gendarmes et de voleurs dans la nature permet aux bactéries de trouver des endroits où elles vont pouvoir habiter, se nourrir, se multiplier et coloniser davantage de régions. C'est un phénomène biologique, mais qui a été accéléré, qui a été catalysé, qui a été énormément accéléré par l'être humain. Ça veut dire qu'on utilise des antimicrobiens partout en médecine humaine, en médecine vétérinaire, dans d'autres indications, et ça fait que certains mécanismes de résistance se sont réactivés, d'autres ont été surajoutés, et ça devient une course effrénée, sans fin. Chaque fois que l'être humain introduit ou redécouvert un antibiotique, par exemple, qui peut-être existait déjà dans la nature, tout de suite la nature elle a aussi ses mécanismes pour réagir. Est-ce que ça arrive souvent ? Oui, très 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 souvent. La plupart des bactéries ont la capacité d'acquérir des résistances. C'est ça qui nous pose un problème. Certaines bactéries sont naturellement résistantes, c'est leur style de vie, mais elles ont toutes, avec différents mécanismes, la possibilité de devenir plus résistantes à autre chose. C'est un petit peu comme quand on joue aux cartes, elles peuvent, avec la pioche suivante, récupérer des as ou des bottes secrètes, et tout d'un coup, vous vous apercevez que celle qui était facile à traiter devient résistante à l'antibiotique que vous utilisiez. C'est ça qui nous préoccupe. Si elles étaient toujours les mêmes, au moment où on connaît le nom, on saurait comment traiter, on n'irait pas plus loin. Malheureusement, elles acquièrent des gènes de résistance, comme nous des cartes de super pouvoir, très très facilement, et c'est ça qui nous pose un problème, notamment dans les hôpitaux. Comment faire face à cette résistance aux antimicrobiens ? Quelles sont donc les stratégies que le milieu médical utilise ? Il y en a plusieurs. L'une d'entre elles consiste à utiliser des phages, des virus mangeurs de bactéries. Nous découvrons José Vidal qui, en 2020, en raison d'une résistance complète aux antibiotiques, a bien failli perdre la vie. En fait, ce qui m'est arrivé, c'est j'ai eu une péjoration de mon état pulmonaire à la suite d'un accident de vélo, accident qui m'a laissé tétraplégique. Et de ce fait, ma lésion impacte directement sur les muscles respiratoires. Et à cause de ça, je peux plus me drainer comme je le faisais par le passé avant mon accident. Et j'ai commencé à avoir des infections qui se sont transformées de manière très récurrente, très rapprochée, de plus en plus forte. Et des infections contre lesquelles on a testé toute une batterie d'antibiotiques. Et malheureusement, j'ai été colonisé par une bactérie, un Pseudomonas, qui rend quasiment nulle toute action au niveau des antibiotiques. À ce stade-là, Monsieur Vidal, ne voyons pas une qualité de vie suffisante, avait fait une demande d'exit. Et dans le cas présent, c'était une demande qui pouvait être acceptée. Professeur Christian Van Delden, infectiologue au HUG. Et les équipes qui s'occupaient de lui à ce moment-là, parce que mon laboratoire travaille depuis de très nombreuses années, depuis 25 ans, sur le Pseudomonas, m'ont contacté pour voir s'il y avait quand même encore une ultime chance de tenter un autre traitement, puisqu'on travaille depuis des années sur des alternatives thérapeutiques pour les germes multirésistants.
Et la seule option que nous, on a pu proposer à ce moment-là à M. Vidal, c'était de tenter une phagothérapie expérimentale, compassionnelle, qu'on n'avait jamais fait en Suisse par ailleurs. Donc les phages, c'est des virus très spécifiques pour chaque bactérie, pour chaque espèce bactérienne. Et il nous fallait trouver, dans un programme donc, de médecine hautement individualisé pour ce patient et sa souche de Pseudomonas, un phage qui soit capable de tuer cette bactérie. Donc on a envoyé la souche de Pseudomonas du patient, on a d'abord cherché dans une banque de phages chez nous, on n'a pas trouvé de phage actif, chez des collaborateurs au CHUV, à Bruxelles où il y a un grand hôpital militaire qui a une banque européenne de phages, malheureusement aucun phage a été trouvé, puis c'est finalement des collaborateurs américains qui nous ont trouvé à Yale University un phage actif et dans une collaboration totalement à bien plaire, le groupe américain nous a produit le phage et nous l'a envoyé pour qu'on puisse le donner par aérosol à M. Vidal. On a essayé et en l'espace de 3 semaines, j'ai pu quitter l'hôpital. Si le cas de José Vidal est spectaculaire, il est important de relativiser. Cette médecine ne remplacera pas les antibiotiques car elle est très individualisée. Christian Van Delden. Elle est non seulement individualisée aux patients, mais elle est individualisée aux pathogènes et à la souche précise du pathogène qui infecte le patient. Ça demande du temps, ça demande des laboratoires spécialisés et c'est aussi très compliqué pour les autorités sanitaires à ce moment-là, comme Swissmedic en Suisse, d'autoriser les traitements de manière à large spectre parce que c'est très individuel, donc on peut pas faire d'études et dire on a traité 1000 patients avec le même phage parce qu'il faudra avoir 1000 patients avec la même bactérie qui sont sensibles au même phage. Donc c'est très compliqué d'enregistrer un phage comme un produit médical par Swissmedic, raison pour laquelle nous on réserve la phagothérapie à des cas extrêmement spécifiques, soit parce qu'il y a une intolérance aux antibiotiques, soit parce qu'il y a une infection chronique avec des effets secondaires des antibiotiques qui sont plus tolérables, ou bien sûr l'émergence de souches totalement résistantes, où les phages trouvent vraiment leur place. Il faut dire rarement ou quasiment jamais sans antibiotiques associés. Donc on utilise toujours une combinaison de phages avec une antibiothérapie parce que les bactéries, si elles sont capables de devenir résistantes aux antibiotiques, elles sont aussi capables de devenir résistantes aux phages. Donc si la solution n'est pas dans la phagothérapie, où est-elle ? Pour le savoir, nous rencontrons Christophe Leterrier, médecin intensiviste au service des soins intensifs des HUG et chercheur au Centre national de référence suisse sur la résistance aux antibiotiques à Fribourg. Il y a plein de stratégies qui sont en cours de progression. Nous, c'est vrai que ici à Genève et au laboratoire de Fribourg, on focalise quand même sur plutôt des nouvelles molécules, des nouveaux antibiotiques. Et actuellement, on va dire, les nouveaux antibiotiques pour lesquels on travaille, c'est essentiellement des antibiotiques qu'on connaît déjà, très bien, qu'on utilise déjà dans la plupart des infections courantes de la communauté ou hospitalière, et qu'on associe avec d'autres molécules. C'est un cocktail. Voilà, c'est un cocktail. Alors, cocktail qui est raisonnable, c'est-à-dire qu'on utilise souvent des molécules, des antibiotiques qu'on utilise vraiment tout le temps, et on associe souvent un inhibiteur. C'est une des voies, on va dire, de la recherche actuelle, c'est associer un inhibiteur, à une autre molécule qui va être capable d'inhiber le mécanisme de résistance détecté de la bactérie. Si on prend l'histoire du gendarme et du voleur, professeur Jacques Schrenzel. C'est un petit peu lancer un fumigène, les rendre complètement incapables de s'orienter parce que leur sens de la vue ne sont plus fonctionnels, ou lancer une grenade assourdissante. Pour nous, hommes, c'est très difficile. Pour les bactéries, on peut aussi commencer à bricoler avec leurs appareils sensoriels, parce que même si elles sont petites, elles sont assez smart et elles ont des systèmes sensoriels. Ce qu'on voit maintenant, c'est que c'est vraiment quelque chose qui s'utilise en combinaison avec les antibiotiques. Un petit peu, vous utilisez le fumigène, mais vous finissez quand même avec les monotes. Il y a probablement une approche combinée qui est nécessaire. De nouveau, en ayant une double stratégie ou une triple stratégie, on peut
surprendre les bactéries et arriver à gagner encore un petit peu de temps jusqu'à qu'elles nous narguent davantage. C'est probablement une technique qui est intéressante. C'est que cette évolution de la résistance, je pense qu'elle est inévitable, elle est croissante. Christophe Leterrier. Maintenant, c'est plus de la responsabilité des différents acteurs de soins et des différents médecins particulièrement d'utiliser les antibiotiques de manière simplement si on ne peut pas faire autrement, et on essaye de diminuer en tout cas l'exposition, c'est-à-dire d'utiliser des molécules qui sont les plus avec des spectres d'action les plus étroits possibles, c'est-à-dire cibler directement si on peut sur les bactéries en cause, d'essayer de diminuer aussi l'exposition sur le temps. De plus en plus d'études montrent que des utilisations courtes d'antibiotiques sont finalement aussi efficaces que de les utiliser de manière longue. Donc je pense que ça c'est essentiel pour limiter en tout cas cette évolution croissante. Pour le professeur Stéphane Harbart, il ne faut pas non plus négliger la prévention. Bien entendu, on a des mesures de ce qu'on appelle la prévention et contrôle de la résistance. Ça commence avec le dépistage des patients qui arrivent de l'extérieur pour savoir s'ils sont porteurs de germes résistants. Après, il y a l'hygiène des mains. Après, il y a des mesures d'hygiène hospitalière qui concernent l'environnement. Après, il y a le regroupement des patients qui sont contaminés par des bactéries multirésistantes. Tout ça, ça fonctionne en Suisse en grande partie. C'est-à-dire là, déjà, comparé avec beaucoup d'autres pays dans le monde, on est solide. Après, il y a des mesures préventives. Là, par contre, je pense qu'on a encore de la marge en Suisse parce que les gens, ils oublient, si on se fait vacciner contre la grippe en hiver, on a quand même moins de risques d'avoir des infections respiratoires sévères en hiver. Il y a des données qui sont claires et nettes. S'il y a un taux de vaccination contre la grippe, surtout parmi la population âgée, suffisamment élevé, il y a moins d'infections respiratoires, il y a moins de consommation antibiotique, il y a moins de résistance. Et dernier point, parmi beaucoup, c'est bien sûr le développement de nouvelles substances antimicrobiennes. On aura toujours besoin d'antibiotiques. On n'a pas d'alternative. Après, ce qui arrive aujourd'hui, c'est pas que on n'a pas de substances candidates dans notre pipeline. Les deux très grands défis, c'est d'abord, souvent, les substances maintenant qui sont développées sont très proches des substances déjà préexistantes. C'est-à-dire que le risque de résistance est assez élevé. C'est-à-dire, il nous manque vraiment une nouvelle révolution dans le domaine des antibiotiques, de découvrir complètement des nouveaux mécanismes d'activité, d'action, qui sont en dehors des mécanismes d'action qu'on connaît déjà. C'est-à-dire là, le mot-clé, c'est innovation. Malheureusement, il y a très peu de vraies innovations dans le domaine des antimicrobiens. Il y a des exceptions, mais ça reste exceptionnel. Deuxième grand défi, c'est le rendement sur investissement, ce qu'on appelle le return on investment. Ça veut dire que tout le monde est d'accord, s'il y a des nouvelles substances antibiotiques, par exemple, qui arrivent sur le marché, qui sont précieuses, tout le monde est d'accord qu'il faut les utiliser de manière très judicieuse pour des cas très particuliers. On ne peut pas les utiliser à large échelle comme c'était le cas pour d'autres antibiotiques il y a 30 ans en arrière. Ça veut dire, la boîte qui a développé tout ça, ils ont des problèmes financiers. Et tout le monde est d'accord qu'on doit avoir des nouveaux modèles de financement. Et là, il y a déjà passablement de discussions depuis à peu près 10 ans. Ça a été accéléré ces derniers temps. Et il y a déjà des pays qui ont développé des modèles de remboursement tout à fait originaux, créatifs. Tout le monde est d'accord que s'il y a une petite boîte qui développe une nouvelle molécule très prometteuse, il faut avoir aussi du financement public. Et je suis raisonnablement optimiste que sur les prochains 30 ans, dans beaucoup de pays, on arrivera à stabiliser les niveaux de résistance, que même pour certains pays, peut-être ça va un peu diminuer, et qu'on n'aura pas des scénarios complètement apocalyptiques, sauf dans des pays pauvres. Ça, c'est encore le grand problème. Mais pour beaucoup de pays dans le monde, je suis raisonnablement optimiste que la situation ne va pas complètement se péjorer et qu'on arrivera à stabiliser la résistance à un certain niveau.
Et voilà, c'est la fin de ce reportage sur la résistance aux antimicrobiens. Nous espérons que ce nouvel épisode de Pulsation Podcast, le podcast des HUG, vous a éclairé sur la situation au HUG et en Suisse. Merci infiniment pour votre écoute et merci à toutes les personnes qui ont participé à l'élaboration de ce podcast. Merci à Stéphane Harbart, Jacques Schrenzel, José Vidal, Christian Van Delden et Christophe Leterrier. Nous vous souhaitons une excellente suite de journée et n'oubliez pas de vous abonner à Pulsation Podcast pour ne manquer aucun des épisodes à venir. À très bientôt.